Bonjour à tous, merci de votre présence aujourd'hui sur cette restitution de l'étude Retail 2023 faite par Epsilon Technologies. Nous avons trois intervenants aujourd'hui. Nous avons d'abord Daniel Devet qui va intervenir en tant qu'expert et nous restituer les enseignements de cette étude 2023. Daniel est le CEO de Epsilon Technologies. Et nous avons un invité aujourd'hui au travers de Philippe Kotzmann, qui est un expert dans le monde du retail, un expert indépendant, qui nous fera part de ses réactions par rapport à cette étude et mise en perspective, bien sûr, par rapport à cette industrie du retail qu'il connaît parfaitement depuis de nombreuses années. Voilà, je vous propose peut-être de faire en introduction quelques petits mots sur Epsilon Technologies pour identifier qui nous sommes et ce que nous faisons. Nous sommes un cabinet de conseil en marketing digital. On a une particularité, c'est qu'on apporte une vision intégrée à la performance digitale globalement d'une entreprise et de ses différentes marques. Donc on va au travers d'une plateforme, d'une plateforme Data Analytics, on va mesurer l'ensemble des communications, l'ensemble des interactions digitales d'une entreprise de manière à comprendre dans son écosystème quelles en sont la portée. Alors, cette plateforme, elle peut s'illustrer de la façon suivante. Cette plateforme s'appelle Epsilon Icarus Analytics. C'est une plateforme qui est propre à Epsilon Technologies, qui a été développée sur des technologies du marché, mais sur lesquelles ont été rajoutés un certain nombre d'éléments de manière à les creuser et aller plus en profondeur. Cette plateforme va mesurer tous les aspects digitaux, donc bien sûr les réseaux sociaux, bien sûr, enfin l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram, Pinterest, mais aussi des plateformes un petit peu plus exotériques dans le monde du jeu comme Twitch, par exemple. On va mesurer, bien sûr, on va faire de l'écoute sociale, on va faire du social listening de manière à comprendre ce qui se dit sur une marque, mais aussi, par voie de conséquence, qu'est-ce qui est attendu d'une marque ou d'une entreprise. Ce sont des sujets qui sont importants. On va mesurer l'activité des influenceurs. On va mesurer l'ensemble du digital, que ce soit au travers du web, du trafic web, des applications mobiles également. Et puis on va mesurer la notion de paid média, parce qu'on va chercher à mesurer les canaux internes, les canaux externes, et on va mesurer la dimension paid. Le tout avec un soupçon d'intelligence artificielle, de manière à avoir effectivement cette vision globale de ce qui se dit, quel est l'impact digital d'une marque ou d'une entreprise ou de ses marques. Donc ça, c'est la plateforme qui va nous nourrir et nourrir en fait toutes les équipes de conseil derrière pour comprendre et cartographier le marché dans sa globalité avec l'ensemble des écosystèmes et des compétiteurs, mais bien sûr comprendre réellement derrière ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est efficace en matière de territoire de communication, et puis derrière nourrir les équipes de conseil où les consultants vont faire des recommandations de manière à permettre aux marques et aux entreprises de se démarquer. Ce monde bougeant tous les jours, il est très important d'être extrêmement réactif et de pouvoir organiser l'ensemble de ces actions de manière à être plus efficace et gagner au final des parts de marché, puisque tout ceci doit servir le business. Donc, en matière de restitution, on va parler tout à l'heure notamment de cette notion de digital due diligence, qui est effectivement la compréhension du positionnement d'une entreprise dans son écosystème avec ses compétiteurs et quelles sont les forces et faiblesses des uns des autres et les dynamiques que l'on observe. On va mesurer et on va avoir au travers de la plateforme des indicateurs et des index qui sont très intéressants, comme le Digital Attention Index, qui aujourd'hui, vous le savez, dans le monde du digital, la notion d'attention digitale est critique, et on va rapprocher ça d'autres indicateurs, notamment sur des notions de brand equity. Et puis on va mesurer, je l'évoquais tout à l'heure, les notions de médias, quels sont les budgets qui sont associés, internes et externes. On va mesurer l'impact du leadership des dirigeants et de l'ensemble des porte-paroles de l'entreprise qui se raccrochent à la structure de communication de celle-ci. Et puis on va analyser les consommateurs behaviors, le comportement des consommateurs, évidemment. Voilà en ce qui concerne Epsilon Technologies. On a dans cette étude trois agendas et je vais passer la main immédiatement à Daniel qui va nous expliquer le contexte général avant de rentrer dans le vif du sujet de cette étude. Très bien, merci beaucoup Olivier pour ton introduction. Merci beaucoup Philippe Gutzmann
pour accepter notre invitation. Donc, tout d'abord, on a réalisé cette étude pour la première fois en France. On a analysé la performance digitale des top 123 marques de retail dans la dimension des réseaux sociaux, dans tous les canaux et réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, Twitter, YouTube, TikTok et LinkedIn. D'accord? Donc, c'est une analyse complète de l'année 2023. Et à travers notre technologie Icarus Analytics, comme a bien indiqué Olivier. Donc, tout d'abord, des grands noms, des big numbers, des grands données qui nous donnent une vision complète de cet écosystème. Par exemple, c'est ce marché de retail en France a généré de janvier à septembre 23 70 millions d'interactions sur tous les canaux compris. 50 000 posts, c'est-à-dire une activité totale assez importante. Et ensuite, 3,6 milliards de views. Ce paramètre est réellement impressionnant et a grandi énormément à cause de TikTok, du format vertical, de Reels et de YouTube Shorts. On en parlera tout de suite. Et ensuite, il y a une autre dimension très intéressante qui correspond aux interactions sur les canaux externes, c'est-à-dire les contenus générés à travers des influenceurs, consommateurs, internautes et créateurs de contenu qui génèrent presque plus que les interactions générées dans les canaux propres des marques, c'est-à-dire 93 millions d'interactions versus les 70 millions d'interactions générées dans les canaux propres. Voilà le partage d'interactions par plateforme. Instagram, c'est la plateforme leader en France dans le retail. Voyons que les interactions en orange correspondent aux interactions sur les canaux propres et les interactions en bleu sur les canaux externes. C'est-à-dire le canal externe est extrêmement important et s'appuyer sur une stratégie de content creators ou de user-generated content est extrêmement pertinent dans le marché français et dans beaucoup de marchés européens que l'on monitorise des FCM Technologies. Ensuite, vous pouvez voir à nouveau ce graphique uniquement avec les interactions. Si les canaux externes seraient une plateforme sociale, ça serait la première plateforme en termes d'interaction. Et en termes d'efficience, c'est-à-dire interaction par poste, TikTok serait la plateforme la plus efficiente du marché français en relation au retail pendant cette période janvier-septembre 2023. D'accord? Assez surprenant, on va en discuter tout de suite. TikTok est, comme on disait, la plateforme qui croît le plus en termes pourcentuels, donc très intéressant. C'est un fact, c'est un data qui se confirme de nos intuitions. Et ensuite, une donnée qui est réellement très pertinente et qui nous donne beaucoup de notoriété, c'est le nombre de vues partagées par plateforme. C'est-à-dire TikTok est la plateforme avec le nombre de vues le plus élevé, c'est-à-dire presque 2 milliards de views générées de janvier-septembre 23. Ces données sont spectaculaires. Notamment parce que c'est incomparable au volume d'interaction évidemment, mais en termes d'exposition, de visibilité, les réseaux sociaux, cette année 2023 en France, ont explosionné en termes de views, de visibilité. Instagram aussi, avec presque 1,5 milliard de views. Ce sont des chiffres comparables à celles des big médias, c'est-à-dire de la télévision et d'autres médias qui sont réellement très pertinents. Et en ce qui concerne le ranking par views, voilà le ranking des compagnies qui génèrent le plus de views en termes de reach, d'accord? En termes de viralité. La première compagnie en termes de views serait Action, ce hard discounter, suivi de Burger King, Sephora, McDonald's, Casino, La Redoute, Carrefour, Leclerc, Grand Frais, Leroy Merlin, conformerait les top 10. D'autres compagnies très puissantes aussi comme Decathlon, comme Ikea, comme Etam, avec des pourcentages de visibilité énormes en termes de views. Et ce ranking est très intéressant pour avoir ce contexte, cette dimension et pouvoir contextualiser le positionnement de notre entreprise versus les concurrents. Notamment, le format Reel est le plus efficace en termes d'interaction organique et en termes de visibilité et de reach, suivi de la photo, du carrousel, du vidéo.
Et cette année, le format reel et le format vertical, c'est le format qui a grandi le plus et évidemment le plus surprenant pour les marketeurs. Et finalement, on vous présente le ranking des top 40 marques de retail, les top 40 compagnies en termes d'interaction sur les canaux propres et sur les canaux externes. En orange, canaux propres, en bleu, canaux externes. Vous pouvez voir la stratégie que mène chacune des compagnies. Par exemple, Etam, la compagnie leader, ou Mage, une compagnie qui s'appuie sur les canaux externes, sur les celebrities, sur les créateurs de contenu, sur le paid media. Burger King s'appuie sur le street marketing et sur TikTok et sur l'humour et sur cette génération Z pour générer des interactions soit dans les canaux externes, soit dans les canaux propres. Fnac, une compagnie qui s'appuie surtout sur les canaux externes avec les influenceurs. Promode aussi. Zadig Voltaire, par contre, une compagnie complètement centrée sur les interactions canaux propres. Carrefour aussi, une compagnie qui se positionne sur les canaux internes, c'est-à-dire ils n'investissent pas autant que d'autres retailers, comme par exemple Fnac ou Decathlon ou Maison du Monde, par exemple, ou Action sur les canaux externes. Et Leroy Merlin, une compagnie qui balance très bien cette interaction interne versus externe, à nouveau avec ses collaborations, ses content creators, ses contenus de la valeur, comme par exemple les avant-après des décorations sur des maisons, des différentes remodélations que les consommateurs et les utilisateurs réalisent sur leur maison. Ce ranking nous donne une perspective intéressante du marché français. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Quelles sont vos impressions quand vous voyez ces résultats et quand vous contextualisez le volume d'interaction, le volume de views, le potentiel que les réseaux sociaux ont déjà, quand on observe par exemple les 2 milliards de views générés presque sur TikTok et les 1,5 sur Instagram, qu'est-ce que ça vous dit ou est-ce que vous voyez une évolution dans le marché français vers les canaux digitaux, vers les audiences plus jeunes? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça amène plein de réflexions. D'abord, merci pour ces analyses qui sont très originales et qui perturbent, je dirais, notre cadre de raisonnement habituel. Les premières réflexions qui me viennent quand je vois ça, c'est que le ranking qui est là n'a absolument aucun rapport ni avec la réalité des chiffres d'affaires des entreprises, ni à leur antériorité sur le territoire national, ni avec leur présence sur le territoire. C'est-à-dire que euh, on aurait pu penser que les enseignes les plus puissantes soient également les plus puissantes sur les réseaux, les plus suivies, avec le plus d'interactions. Ce n'est absolument pas le cas. Ça, c'est la première chose qui me frappe là. La deuxième chose, mais par rapport au volume, c'est, moi, je pense depuis longtemps que, vous savez qu'on parle beaucoup en ce moment de retail média, ce qui m'amuse toujours un peu parce que je pense depuis longtemps qu'un magasin, par nature, est un média. C'est-à-dire que c'est un média entre une marque, qui est sur le toit de l'enseigne, sur le toit du magasin éventuellement, mais entre une marque et un consommateur. Et que la question qui se pose, c'est comment se font les interactions entre le consommateur et, euh, et la marque. C'était, je crois, le premier point c'est vieux maintenant, une douzaine d'années, mais du Blue Train Manifesto qui disait les marchés sont des conversations. Et la visite d'un magasin est une conversation, c'est un échange, la présence sur un réseau social, l'interaction en est une aussi. Et en nombre, évidemment pas sur la densité de l'expérience, mais en nombre d'interactions, on voit bien que le volume qui se fait sur les réseaux, qui échappe assez largement au radar des dirigeants pour de bonnes raisons, est très supérieur, le nombre d'interactions très supérieur à ce qui se fait en magasin. Et donc il faut y prêter évidemment une forte attention quand on veut générer finalement de l'image de marque. Et le troisième élément qui me frappe là, mais dont on pourra débattre et qu'on pourra peut-être détailler, c'est que sans que ce soit une vérité absolue dans le tableau qu'on a sous les yeux, parce qu'évidemment, il y a ensuite le jeu de chaque entreprise, comment elle a investi ce travail-là. Mais je dirais qu'en gros, les enseignes ou les marques qui ont un positionnement clair, affirmé, qui génèrent finalement une communauté autour de leur marque, ont plutôt des résultats plus performants
que les marques qui veulent s'adresser à tout le monde. Et en fait, cette mesure qui apparaît ici, elle est un des éléments qui illustre, je crois, le fait que dans une société qui se fragmente, le mass market est en train de disparaître et que les marques, quelles qu'elles soient, vont devoir affirmer un positionnement de plus en plus fort, de plus en plus précis, et donc définir une cible. Et au passage, et je terminerai sur ça là, parce que ce qui m'a frappé, c'est TikTok. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que TikTok, je dirais, c'est pas ma génération. Je n'y suis pas moi-même. J'ai déjà regardé, mais ça m'a pas emballé. Mais on sait bien que ça correspond, et les médias sociaux eux-mêmes correspondent finalement à des communautés de clients qui croisent l'âge, des comportements divers et variés. Et donc, la façon d'utiliser ces réseaux, lesquels, comment, etc., joue aussi par rapport à la cible qu'on veut adresser. Ça joue dans l'efficacité. Et donc, c'est très intéressant pour moi de regarder tout ça à la fois pour se dire comment on peut utiliser mieux les réseaux pour véhiculer sa marque, mais je le prends également dans l'autre sens, puisque c'est une conversation. Comment l'écoute de ce qui se passe auprès des réseaux sociaux peut amener une marque à affiner ou à améliorer ou à repositionner complètement son positionnement de marque, son offre et sa façon de dialoguer avec les consommateurs. Je pense qu'on est sur un terrain d'aventure assez exceptionnel. Très intéressant, très intéressant. Les Euh, réflexions, je suis complètement d'accord. Tout à fait, tout à fait. Ici, par exemple, le retailer alimentation, les supermarchés qui génèrent le plus d'interactions en France seraient Carrefour, Leclerc, Auchan, Casino, Lidl. Récemment, bon, on a eu cette fusion. Il y a eu beaucoup de mouvements. On verra comment se compose à nouveau cette distribution des enseignes. Mais en tout cas, Carrefour semble être la compagnie leader pour le moment. On verra dans le prochain an 2024. Mais dans ce cas-là, les grandes enseignes de supermarchés et d'alimentation sont très consciencées et sont très alertes d'avoir un positionnement très, très pertinent sur les réseaux sociaux. Comme on disait avant, Philippe Olivier, les canaux externes jouent un rôle clé dans le marché français, notamment parce qu'ils génèrent cette plupart des interactions, le 56% concrètement des interactions. Et généralement, ils proviennent des content creators, de cette génération Z, hein, qui génère ces contenus en format vertical d'une façon très spontanée, d'une façon très efficace et non produite, non cartonnée, disons. Les professionnels, les experts, les employés aussi génèrent des contenus très intéressants. Par exemple, pour les retailers, les employés et l'employer branding est une stratégie très importante et très, très pertinente qu'on est en train de voir pour de nombreuses compagnies comme Leroy Merlin, comme Ikea, comme Ricoh, Depot, etc. Ils ont la capacité d'influencer sur les décisions d'achat et les employés ont beaucoup d'informations et de connaissances du secteur, du métier. Les influenceurs, les grands influenceurs aussi génèrent beaucoup d'impact. Et finalement, les consommateurs de plus en plus génèrent des contenus, le fameux user-generated content, qui est de plus en plus pertinent en France et qui va se stabiliser comme une stratégie très importante. Et les compagnies vont devoir booster cette génération de contenu de la part des consommateurs parce qu'en en fait, les consommateurs sont des haut-parleurs très pertinents et avec un niveau de crédibilité très grand, non? Très bien, excellent. Donc, en termes de décodification, si on analyse les différents réseaux sociaux, ici, on peut voir le ranking des marques par Instagram. Zadig Voltaire, Etam, Yves Rocher, Célio, Mage, bon, les compagnies de mode, disons, c'est les compagnies qui dominent le marché avec les premières positions. Ensuite, on a des compagnies de décoration, Maison du Monde, Leroy Merlin, sport, fast-food comme McDo, etc. Donc, vous pouvez voir comme Instagram, c'est une plateforme avec un niveau de reach et d'engagement très, 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 très fort. Surtout parce que les marques réalisent des collaborations avec des content creators comme on a parlé avant. Mais aussi, c'est une plateforme idéale pour faire des lancements des produits hein, à travers du contenu de la valeur, euh, mettant en valeur les attributs, les avantages ou des situations illustratives ou des dégustations de produits. C'est une plateforme idéal pour ce type de contenu, avec une communication de marque
et une communication aussi spontanée, mais avec les codes de communication de la compagnie. Et aussi très important, cette redirection web et cet objectif aussi tactique, comme sont par exemple les concours, pour générer cet engagement et ce reach qui va nous permettre contacter de nouvelles audiences. Donc Instagram, c'est une plateforme clé avec le produit comme élément très important au niveau de la communication. Le document va être disponible pour vous tous. Vous pouvez voir tous les documents avec les stratégies qui fonctionnent le mieux en termes d'interaction sur Instagram, notamment soit les concours, soit les collaborations de Sephora avec des content creators, soit des avant-après, des rénovations de la part de Brico Dépôt, Leroy Merlin, etc., etc. Cette analyse est très intéressante parce qu'ici, vous pouvez voir les top 10, les mieux contenus, les top 10 contents extraits à partir de 19 000 posts que l'on a analysés de janvier jusqu'à septembre 2023. Donc, c'est un volume d'interaction très important. Ici aussi, j'aimerais vous remarquer que moins des 20% des interactions sur Instagram sont générées à travers du format collaboratif, le collab. Ce format fonctionne extrêmement bien et au niveau de reach, Instagram donne des facilités pour que les entreprises, les boîtes puissent investir sur ce format qui multiplie le reach, soit à travers des concours, des événements, des lancements de produits ou des placements de produits à travers de moments réels d'utilisation ou de consommation. Donc, le format collab très pertinent. Ici, vous pouvez voir le ranking des contenus sur Instagram en excluant les concours et les formats collab. Et sur Instagram, j'aimerais bien aussi remarquer que le contenu payant représente déjà le 20% des interactions du marché français. C'est-à-dire, le marché français parie sur le renforcement des catégories de contenu telles que produits, cadeaux, vidéos en magasin, comme tu disais avant, Philippe, collaboration avec des influenceurs. Donc, le paid media est de plus en plus pertinent. Et aussi, c'est intéressant de remarquer qu'on est capable, à travers de notre technologie, d'identifier quelle est la stratégie payante de chacun des marques. Par exemple, Leroy Merlin, Mage, Etam, Decathlon, Burger King ou McDonald's ou Auchan investissent sur ces contenus de plus en plus. Et c'est une stratégie très essentielle parce que vous savez que les limitations qui nous imposent les plateformes comme Meta ou comme TikTok sont de plus en plus grandes. Donc, on doit renforcer le contenu à travers du boost et du média. TikTok, vous pouvez voir, c'est une plateforme très intéressante. Les leaders sont différents de ceux d'Instagram en raison de la cible et du ton de voix utilisé sur cette plateforme. C'est une plateforme super dynamique, très proche, naturelle et spontanée pour connecter avec les générations les plus jeunes. Avant Philippe, on voyait que les niveaux de reach et d'engagement de TikTok étaient presque similaires à ceux d'Instagram. Donc, on peut confirmer actuellement que ce n'est pas une petite plateforme, ce n'est pas quelque chose d'expérimental, c'est quelque chose de consolidé. Et en France, il y a des compagnies comme Burger King, Sephora, Decathlon, Carrefour, Action ou Casino ou McDo, qui sont en train de faire un très, très bon travail. Et il n'y a pas encore bon, toutes les compagnies ne sont pas encore installées dans cette plateforme. Espérons qu'en 2024, ça va être comme ça. Les opportunités que nous offre TikTok sont énormes, notamment, comme on disait avant, en termes de, par exemple, Burger King qui se concentre sur la stratégie de l'humour ou des citations perspicaces dans les magasins. Cette intégration du magasin et réseaux sociaux est très intéressante sur TikTok, où par exemple, ces tutoriels, ces événements, le contenu in-store à nouveau, avec les content creators et les celebrities de la part de Sephora, très pertinent avec des niveaux d'engagement et de reach très importants, ou par exemple des compagnies comme Decathlon, qui est en référence sur le territoire sportif à travers du contenu de produits ou à travers du user-generated content ou à travers de l'humour, non? En conclusion, TikTok, c'est une plateforme idéale pour faire un always on, avoir cette visibilité, cette viralité, excusez-moi, à travers des piliers qu'on vient d'expliquer. Mais le magasin, non, Philippe, comme on disait avant, comme vous pouvez observer ici dans ce slide, soit le marketing de rue, soit l'expérience point de vente,
est de plus en plus pertinent. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette intégration entre les réseaux sociaux, le point de vente, cette expérience qui est de plus en plus une seule expérience, non? Très reliée à travers de l'écosystème digital. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le véritable potentiel que vous voyez derrière de ces stratégies? Ça fait, je dirais, ça fait des années, près de 10 ans d'ailleurs, que à l'époque, on parlait moins de réseaux sociaux, mais on parlait du commerce digital, hein, du e-commerce, que les distributeurs utilisaient cette expression d'un commerce sans couture, hein, de passer facilement du magasin au digital et inversement. On était dans une logique à ce moment-là exclusivement marchande. Là, on voit bien qu'on est dans une logique conversationnelle et je pense, moi, qu'il est évidemment très important de maintenir la conversation permanente avec les clients d'une enseigne. Et quand j'insiste, hein, quand on dit conversation, c'est pour parler, mais c'est pour écouter. C'est pas le commerce de papa où en fait on était uniquement dans du push, on poussait du contenu, on poussait des promos. Là, on doit être dans un schéma d'interaction. Et je crois que le lien entre les réseaux et le magasin ou le site web va être très important, effectivement, pour garder cette conversation, garder cette interaction permanente avec les consommateurs et faire une chose qui est pour moi très importante, c'est générer cette logique de communauté. Moi, je cite souvent une phrase que j'avais lue il y a assez longtemps dans une interview de Philippe Houzé, le président à l'époque des Galeries Lafayette, qui disait euh, une, une enseigne vend des produits, une marque vend ses valeurs. Et c'est très intéressant parce que toutes les enseignes qui aspirent aujourd'hui à devenir des marques, pour des raisons on ne va pas détailler ici, mais qui semblent assez évidentes, ça veut dire qu'elles doivent vendre leurs valeurs, ça se voit au travers des produits, mais ça se voit au travers de tout le registre conversationnel qu'elles ont. Et donc, plus elles vont travailler, échanger avec des consommateurs autour de ce qui les porte, plus elles vont générer de l'affect pour la marque et des interactions dans la durée. C'est par exemple ce que fait très bien, je vais le lier avec un autre sujet, mais ce que fait très bien, je trouve, Decathlon ces dernières années sur l'évolution de la carte de fidélité de Decathlon. La carte de fidélité de Decathlon qui, au lieu simplement de donner des points ou des remises quand on vient acheter des produits, ce que font quand même la quasi-totalité des distributeurs, eh bien, quand vous branchez éventuellement votre montre connectée ou vos différents appareils connectés avec le site web de Decathlon, vous gagnez des points et donc des remises quand vous pratiquez du sport. Vous voyez, il se trouve que moi, quand je fais du sport, eh bien, ça me fait gagner des points, même si j'ai rien acheté chez Decathlon, mais que je vais pouvoir transformer en achat chez Decathlon. Donc, Decathlon est bien dans une relation autour d'une communauté de valeurs du sport, je ne détaille pas, mais qu'on doit sans doute trouver au travers de ses réseaux sociaux, etc. Je trouve que cette approche globale de dire notre rôle, c'est pas de vendre des vélos ou de vendre des patins à roulettes, c'est de développer la pratique du sport et donc d'être dans une interaction permanente avec mes clients autour de ça et quelque chose d'intelligent et dans lequel évidemment les réseaux sociaux ont une place tout à fait éminente. Enfin, je crois beaucoup à ça. Très intéressant, très intéressant. Une petite remarque de mon côté pour aller sur ce que tu disais, Philippe. Effectivement, il y a cette notion de marqueur, on l'a évoqué tout à l'heure. On a observé une chose parce qu'on voit que ce qui est très important dans cette connexion avec notamment les réseaux sociaux, parce que là on est focalisé sur les réseaux sociaux et le consommateur, c'est le parler vrai, c'est le côté Oui. expérience réelle et déconnecté de tout aspect corporate. Il y a des sujets sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure. On a noté une chose qui est intéressante, qui est la combinaison, pardon, pour parler français, la combinaison des contenus qui viennent des consommateurs et des marques. Donc, tout ce qui est collaboratif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un utilisateur est capable de mettre en avant le produit ou ce qu'il fait avec le produit de la marque qu'il utilise ou qu'il a le service ou peu importe qu'il a acheté avec quelque chose qui est co-brandé finalement avec la marque, ce qui donne à tout le monde finalement plus d'espace et plus de connexion avec le réel. C'est quelque chose qui est une tendance qu'on observe. Tout à fait d'accord, Olivier. Très intéressant, Philippe. Dans ce cadre et schéma des réseaux sociaux, Facebook est la plateforme
la plus reconnue dans le marché français. Ça a été la première plateforme. Mais regardons que uniquement le 3% des interactions actuellement sont générées sur cette plateforme, avec le 26% de taux de l'activité. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a une inefficience énorme, c'est-à-dire il y a beaucoup plus d'activité que d'interactions en termes relatifs. Cela signifie qu'il y a une taille d'effort énorme et c'est une plateforme qui fonctionne bien pour juste quelques compagnies qui tirent le profit de cette plateforme, comme McDonald's, Auchan, Burger King, Leroy Merlin, Leclerc, où leur objectif est cette redirection vers le e-commerce et sur le web de produits ou contenus promotionnels boostés par le paid, non? Donc, c'est une plateforme intéressante, mais elle n'est pas apte pour toutes les compagnies et pour la captation, disons, des audiences plus jeunes, elle n'est pas idéale. Une compagnie qui fait un très bon travail sur cette plateforme, c'est par exemple Leroy Merlin ou McDonald's, qui génère ses contenus participatifs, ses contenus aussi de user-generated content, où par exemple il y a une cross-content, c'est-à-dire une contribution entre plateformes. Burger King utilise des tweets, des contenus sur X, sur Twitter, et il les utilise sur Facebook, ou par exemple, Alinea génère des contenus de Instagram à travers le User-Generated Content, et les réutilise sur Facebook. Donc, c'est une plateforme de réutilisation, surtout, disons, et de redirection de trafic sur ces canaux internes et ce e-commerce. Et finalement, X, Twitter, c'est une plateforme très très peu exploité, avec moins de potentiel pour les compagnies de retail. Uniquement des compagnies comme, disons, Burger King, au Carrefour, au Conforama, sont des compagnies qui réellement en tirent du profit parce qu'elles s'appuient sur des territoires comme par exemple l'humour qui fonctionne très bien, le real-time marketing, être connecté avec la réalité de l'économie et du business, et générer ce point d'humour et aussi ce point promotionnel, comme vous pouvez voir ici dans les contenus de Carrefour avec ses concours, avec la PlayStation, etc. Donc, c'est une plateforme reliée à l'actualité et avec un potentiel assez réduit. Et finalement, on observe LinkedIn, une plateforme très intéressante. Ici, les marques suivent une stratégie basée sur les annonces corporatives, les lancements de produits, la défense des employeurs, l'ouverture de magasins. Mais surtout, c'est une plateforme, c'est un nouveau canal de communication pour les compagnies pour générer ce point réputationnel qui va leur aider à connecter avec les différents stakeholders. Des compagnies comme Decathlon, Leroy Merlin, au Carrefour, Galeries Lafayette, Lidl génèrent beaucoup d'interactions sur cette plateforme. Et aussi, ce qu'on observe récemment, c'est que les porte-paroles, c'est-à-dire les top leaders, les C-level, les CMO, génèrent beaucoup, les CEO génèrent beaucoup d'interactions sur cette plateforme et on observe que cette année 2024 va être marquée par cette visibilité, non seulement de la marque, mais aussi des personnes qui travaillent dans les compagnies. Euh, Vous pouvez voir ici des contenus de LinkedIn marqués par cette vision. Il y a des personnes toujours, il y a des histoires, il y a des valeurs, comme tu disais, Philippe. Il y a des contenus qui réellement apportent de l'inspiration et de la valeur sur des contenus de RSE, sur des contenus d'informations pertinentes en relation aux compagnies. Donc, on observera qu'en 2023, il va y avoir une croissance importante sur LinkedIn, non seulement par fil corpo, mais aussi sur les profils, les profils personnels. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe, de l'évolution de LinkedIn et cette croissance des profils personnels versus corporate? Ah, ça, c'est un sujet qui me passionne. Je suis très présent sur LinkedIn. Euh, la, la première chose qui n'est pas nouvelle, là encore, ça fait des années que j'en parle, je pense que la parole des marques, c'est assez quelque chose d'assez immatériel, qui peut être assez lointain. Pour certaines grandes marques, il y a le côté un peu World Company, lointain. On est dans un monde très digitalisé, très dématérialisé, dans lequel plus que jamais, ce qui a de la valeur, c'est l'incarnation, c'est la valeur humaine. Et en ce sens-là, je pense qu'une parole portée par un dirigeant a 100 fois plus de valeur que si elle est portée par le compte de la marque. Et c'est ce qu'on voit très bien, évidemment, sur un certain nombre de comptes LinkedIn.
Twitter également, mais on a vu que c'était, dans notre cas ici, moins important. Et donc, d'abord, la première chose que je pourrais dire, c'est que bien qu'on soit en 2024, c'est assez impressionnant de voir combien il y a en fait très peu de dirigeants du retail qui ont une vraie euh, présence sur ces réseaux. Quand je dis vrai, euh, c'est à la fois en quantité, c'est-à-dire ils sont là et ils diffusent et ils échangent, mais c'est également en sincérité, c'est-à-dire, quelle est la part des messages portés par des dirigeants qui sont des messages, je dirais, personnels? Évidemment, il y a des gens qui vont les travailler avec eux, mais qui ont cette incarnation personnelle et pas simplement un copier-coller du communiqué de presse corporate. Et puis, vrai, dans le sens où, là encore, on est dans des conversations. Et ce que je trouve assez terrible pour beaucoup de CIO, le fait qu'ils diffusent, mais ils n'interagissent jamais. Certains le font, je vais pas les citer là, mais certains le font, certains réagissent et réagissent même parfois aux posts sur lesquels ils sont simplement tagués et donc rentrent dans les conversations. Et je pense que c'est très important. Et l'autre point qui me semble extrêmement important dans le cas des dirigeants, et notamment sur LinkedIn, c'est de bien comprendre que cette communication qu'on croit depuis toujours être une communication externe est aussi, et c'est majeur, une communication interne. C'est-à-dire quand on est dans un réseau de distribution avec des Mhm. centaines, voire des milliers de magasins, je suis moi aujourd'hui intimement Exact. convaincu que la parole du dirigeant au travers des réseaux sociaux a plus d'impact que les newsletters ou les emails internes. Et donc, il faut évidemment faire attention à ce qu'on dit, mais dans la logique de la mobilisation des équipes autour d'un enjeu stratégique, il n'y a pas plus efficace que ça. Et donc, ça questionne sur de quoi parle le dirigeant. Tout à fait. Si le Tout à dirigeant fait. parle de pouvoir d'achat, j'ai compris que dans mon magasin, j'avais un sujet de pouvoir d'achat. Si le dirigeant parle d'autre chose, mais on en discutera sans doute à d'autres occasions, je peux avoir l'impression que d'autres sujets sont importants. Et donc, je pense que cette prise de parole-là, elle est très importante pour l'interne. Ce que font au passage extrêmement bien, notamment les leaders, je vais en citer deux dans le bon sens, la parole de Michel-Édouard Leclerc ou de Dominique Schelcher, de ce point de vue-là, elle est extrêmement claire pour faire tenir son réseau. Ils savent que ce qui est important pour l'enseigne, c'est clairement dit. Mhm. Très Enfin, voilà intéressant. ce que je peux dire sur LinkedIn et sur cette interaction. Très intéressant. Très intéressant. Très intéressant, Philippe. Donc, pour finir, juste un résumé des catégories les plus efficaces basées sur l'expérience de l'utilisateur en relation au retail. On voit, par exemple, les contenus réels, on voit le user-generated content, on voit des événements, des collaborations, des concours, de l'humour, des recettes, des trucs, des tips and advices. On voit aussi ce street marketing. Donc, voilà le résumé, c'est-à-dire les grands piliers de communication qui génèrent ces interactions, ces taux d'engagement sur le marché français reliés au retail. Cette analyse est basée sur 70 millions d'interactions, comme on voyait avant. Évidemment, c'est très intéressant de pouvoir faire le breakdown, le deep dive sur chacune des catégories. Actuellement, on n'a pas le temps, mais ici, vous pouvez voir que bon, toute cette information peut être disponible pour vous tous. Aussi, remarquez que les externals, les interactions sur les canaux externes génèrent le 57% des interactions versus le 43% des interactions sur les canaux propres. Et finalement, des compagnies comme compagnies de la mode comme Meta, Mage, Fnac, Prod, Zadig, Voltaire, Sephora génèrent beaucoup d'interactions, s'appuient beaucoup sur les content creators et les influenceurs, une stratégie qui va être de plus en plus importante en 2024. Cette tendance se confirme, évidemment. Et finalement, pour finir avec quelques réflexions, notre webinaire de cette étude Retail 2024. Donc, on peut conclure que les nouvelles générations utilisent les réseaux sociaux comme moteur de recherche au-dessus de Google. Ça, c'est réellement surprenant. Aussi que les 5 principales catégories de contenu pour mener une stratégie Always On avec réussite sont le produit, parler de produit, collaboration, user-generated content, humour et événements. On a vu comment, à travers de TikTok et de Instagram et du format Reels, cela a été réellement possible. Aussi, faire passer l'expérience du off au on pour gagner cette pertinence et aider aux marques à connecter avec leur public. Sephora, Decathlon font des contenus extraordinaires, Leroy Merlin, Brico Dépôt aussi.
avec cette combinaison auprès de laquelle Philippe avant nous parlait, cette combinaison magasin et réseaux sociaux de plus en plus reliés. Le produit aussi, c'est très intéressant parce qu'il reste le personnage principal de la stratégie des marques, mais il communique sous des différents angles, notamment proximité, divertissement. Mais le produit, Philippe, on observe qu'il est de plus en plus présent dans les communications d'une façon spontanée. Donc, on est beaucoup. Est-ce que tu penses qu'on est plus commercial qu'avant, il y a quelques ans, mais d'une façon plus, disons, agréable pour les utilisateurs? Je ne dirais pas qu'on est plus commercial, mais là encore, on voit une évolution dans Ah la ah, consommation. Par le passé, on vendait des produits, hein, ah ah. sur une étagère avec un prix. Et ce qui permet aujourd'hui de les vendre, et ce qu'on met en avant, c'est l'expérience d'usage, l'expérience d'utilisation. Et les réseaux sociaux ne mettent pas tellement, n'affichent pas un produit, mais le mettent en scène. Et on peut se projeter dans cette consommation soit par le moment qu'on voit, soit par qui est en train de consommer. Et donc, ça donne des perspectives. Donc, c'est une autre façon, hein. Mais le produit reste la star, je le vois bien, mais en fait, on achète le moment. On achète l'instant de conso. Très intéressant. Très intéressant cette réflexion. Pour finir, les employés aussi vont être les prescripteurs les plus importants dans les propres canaux des marques, à travers du divertissement, de l'humour, des défis, de la préparation des aliments, des tutoriels, des trucs et conseils. Cela aussi, Philippe, c'est très différent de ce qu'on a vu dans les dernières années, non? Les collaborateurs vont être nos meilleurs marketeurs, non? Ça, en fait, c'est certain. En fait, c'était déjà le cas. C'était Ah déjà ah. le cas en magasin, parce que finalement, l'expérience qu'on vivait dans un magasin, c'était face à un vendeur, face à un employé, et qui générait l'image de marque. Mais d'un point de vue public, on croyait que c'était simplement les chefs à plumes qui avaient le droit de parler. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans les réseaux, tout le monde parle. Tout le monde parle, et donc vouloir encadrer cette parole, c'est peine perdue. C'est vouloir mettre une digue de sable face à un tsunami, ça sert à rien. Ce qu'il faut, en revanche, je crois beaucoup, c'est les bases du management, hein. Vous savez, le management, le meilleur levier du management, c'est l'exemple. Et donc, l'exemplarité du dirigeant ou des dirigeants, des directeurs d'hypermarché, de magasins de bricolage, etc. Leur exemplarité sur les réseaux sociaux, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, va forcément imprimer auprès de l'ensemble des équipes. D'abord, ça va leur donner l'envie d'y aller. Ça donne aussi le droit à l'erreur, le droit à la sincérité. Et le fait qu'une masse importante de collaborateurs aillent véhiculer des choses sur les réseaux sociaux de façon positive va être très bienvenu. Manager ça ou piloter ça, ça doit se faire, je crois, en curatif. C'est-à-dire aller voir les équipes après s'il y a des messages qui ne sont pas qui sont pas parfaits et autres. Ça s'accompagne. Mais il faut libérer les énergies autour de ça. Ouais. Je suis tout à fait d'accord, Philippe, très intéressant. Aussi, on a vu et on verra que les créateurs de contenu vont devenir les principaux générateurs de contenu permettant aux marques de parvenir à cette humanisation et à cette proximité, soit les content creators, les influenceurs, soit les employés. Donc, on verra aussi cette croissance en 2024. Et très important, continuer à communiquer à travers du contenu de la valeur va devenir un incontournable pour se connecter avec les utilisateurs. Très important, soit à travers des interviews, des jeux, des défis, des conseils, des astuces, des dégustations de produits, contenu éducatif, de la pédagogie très importante. Les recettes, comme vous pouvez voir dans ces exemples-là, vont continuer à être très, très pertinentes dans la stratégie de la valeur. Et finalement, la stratégie de real-time marketing gagne de plus en plus de puissance, permettant aux utilisateurs de s'inscrire dans ces tendances. Des compagnies comme Burger King font un très bon travail dans ce qui concerne le real-time marketing. Et aussi, on voyait que Sephora était une compagnie très puissante. Et jusqu'ici, ce résumé du panel du ranking top 123 compagnies sur réseaux sociaux 2024. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Olivier pour votre temps. Je pense que les réflexions étaient très intéressantes. Une dernière réflexion pour ce 2023, 24, Philippe, une recommandation pour les marques. Mais, en fait, elle va être très ciblée, et elle m'est venue dans le déroulement de la présentation.
Le paysage du retail est en plein mouvement. En alimentaire, ça se voit fort avec le rachat de Casino et de Cora par Carrefour. Ça se voit aussi dans le non-alimentaire avec beaucoup de mouvements de marque. Et je me questionne simplement, je n'ai pas de réponse, sur comment accompagner ça par ce monitoring, par les réseaux sociaux, parce que changer une enseigne d'un magasin, bon, il y a une équipe qui vient, qui change l'enseigne sur le toit, on change les produits dans les gondoles, mais changer la relation avec les consommateurs qui sont peut-être accoutumés depuis très longtemps avec une marque. Je pense notamment, moi, par exemple, parce que je viens de l'Est, hein, Cora dans l'Est est une marque qui, en fait, est très puissante quand vous êtes, je vais faire du très personnel, mais quand vous habitez à côté de Cora Mundolsheim, c'est votre magasin depuis 50 ans et c'est une marque qui est forte localement. Et ben, accompagner, je ne sais pas s'ils vont, ce que va faire Carrefour, hein, mais accompagner les éventuels changements, le travailler les réseaux sociaux, ça doit être un sujet important qu'on n'avait pas quand on a fait des changements d'enseigne il y a 25 ans. Très important en préventif, comment on anticipe les choses, comment on l'accompagne, comment on monitore, comment on regarde, comment les clients interagissent, quels sont les facteurs de risque, voire d'ailleurs de mesurer s'il faut ou pas changer certaines enseignes. Moi, je ne suis pas du tout convaincu que par principe, les rachats doivent se traduire par des changements d'enseigne, puisque la, comme on dit, la population se fragmente, le capital de marque va être de plus en plus important. Et donc, je crois, je l'ai beaucoup écrit ailleurs, qu'on va aller vers des groupes qui doivent être multimarques pour adresser des clientèles différentes. Et donc, la question de ces fusions de groupes en adressant d'autres différents types de marques pourrait se poser. Et le sujet des réseaux et tout ce qu'on vient de voir, ça pourrait être un outil de monitoring de ça. Très Très bonne idée. intéressant. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci Philippe. Merci beaucoup Olivier. À très bientôt. On verra les résultats 2024, comment évoluent les réseaux sociaux et on en reparlera dans de prochains webinaires. Donc, à très bientôt. Excellente journée à vous tous et au revoir. Ciao, Merci à ciao. vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.